Ain't no other record company out there that sold as many records as we did. All these weak rappers, Nas, all these suckers, they battling off of East and West like this is a game. This ain't no game. If this was chess, we'd be yelling checkmate 3 years ago. Any artist out there want to be an artist and want to stay a star, and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row. Après s'être enfin libéré des griffes de Jerry Heller, Dr. Dre n'avait envie que d'une seule chose, c'était reprendre la musique. Et pour ce faire, il avait besoin d'artistes qui pourraient faire de Death Row le label incontournable dans la musique. Suge, qui s'occupait de faire connaître le label dans le quartier et dans la ville, va lui ramener plusieurs pépites californiennes, notamment un génie de Long Beach, un certain Snoop Dogg. Dès leur arrivée, ils se mettent à travailler sur la bande-son du film Deep Cover. Il en sortira un single désormais iconique qui popularise à nouveau Dre, qui fera de Snoop Dogg son protégé et mettra Death Row sur la carte. Après un tel succès, le label ne prendra pas de pause et appuiera sa volonté de domination avec la sortie du premier album Chronic, le premier album solo de Dre. En véritable visionnaire et précurseur, Dr. Dre popularisera la G-Funk à travers de nombreux morceaux et vendra plus de 3 millions d'exemplaires dans une époque où le streaming n'existait pas. Ces sonorités propres à la côte ouest vont connaître un tel succès qu'on les retrouvera dans plusieurs classiques des rappeurs de la côte est. Ayant toujours comme objectif de devenir l'un des plus grands labels, Dre va se mettre à produire le premier album de Snoop Dogg, Doggy Style. Après 2 ans de travail et une pression importante des fans, l'album sort de manière précipitée en novembre 93. Le chemin vers le succès étant déjà tracé dû à la qualité et au retour de l'album, un obstacle de taille va se présenter sur leur chemin. Snoop Dogg sera accusé de meurtre alimentant le débat, critiquant le gangsta rap pour être contre les valeurs américaines, dégradant les femmes noires et encourageant la violence envers les policiers. 3 things wrong with gangster rap and misogynist lyrics. It is obscene, it is obscene, it is obscene. Pris pour cible par un membre d'un gang adverse, le rappeur plaidera la légitime défense. Poursuivi par la victime, Snoop conduisait la voiture pendant que son garde du corps, McKinley Lee, lui tire dessus. Suite à cette affaire qui a traumatisé le rappeur, il a juré d'arrêter de rapper sur le meurtre, ce qui a évidemment déçu beaucoup de ses fans et de ses amis. Ce revirement de situation n'empêchera pas au label d'atteindre son apogée en 1996. Un an avant, ce sera Da Dog Pound qui sortira Dog Food, acclamé par la critique, réel classique avec des morceaux tels que Let's Play House. Puis viendra le rappeur avec son lot de problèmes, la légende, celui qui va tout changer pour Death Row Records, Tupac. Avec la sortie de All Eyes on Me, certifié 15 fois platine, Death Row Records devient le label le plus puissant des États-Unis. Ce meurtre serait le résultat d'une vengeance initiée par Suge Knight, car plusieurs personnes avaient suspecté Wolf d'être derrière le meurtre de son ami et garde du corps Jake Roberts en 1995. C'est précisément ce meurtre qui va démarrer la guerre entre la East et la West Coast. En tuant Anthony Jones, le meilleur ami et garde du corps de P. Diddy, il ne faisait que prolonger cette guerre démarrée en 95. Suge était proche de Big Mish, qui lui était l'un des fondateurs de la Black Mafia Family, l'un des gangs les plus puissants des États-Unis. C'est donc pour cette raison que l'affaire n'a jamais été résolue. Personne n'osait témoigner contre la BMF au risque de mourir. Cependant, il faudra attendre les Sources Awards de 95 pour que la guerre démarre officiellement. Any artist out there want to be an artist and want to stay a star, and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row.
À la suite de la cérémonie, Dre sera notamment hué quand il recevra le prix du producteur de l'année, tandis que P. Diddy, lui, tentera d'apaiser les tensions. L'exemple le plus connu de l'embrouille East-West restera Hit 'Em Up, sûrement l'un des clashs les plus violents et vulgaires de tous les temps. Tupac s'en prend à quasi toute la scène new-yorkaise, de Biggie à Mobb Deep, en passant par Lil Kim ou encore la totalité du label Bad Boy. Comme vous le savez tous, il prétendra également avoir couché avec Faith Evans, la femme de Biggie. La guerre fait rage pendant des années entre les rappeurs de Los Angeles et de New York. Dog Pound ira même jusqu'à tourner le clip du morceau New York New York au beau milieu des rues de la grosse pop. On verra Snoop Dogg détruire des buildings. Cette guerre prendra finalement fin en septembre 1996 avec le décès de Tupac, puis 6 mois plus tard ce sera au tour de Biggie d'être assassiné. La controverse fait vendre, et ça, Suge le savait. Il va être jusqu'à encore aujourd'hui l'incarnation type du gangster, et toutes les histoires autour de sa personne ne vont faire qu'augmenter la légende de ce personnage. Suge et son équipe ont trouvé la parfaite tempête de controverses. Est-ce vrai ou faux? Cela n'avait pas d'importance, tout avait l'air convaincant. L'une d'entre elles est vraie, et notamment filmée lorsque Suge décide de renverser et tuer un ancien ami, Terry Carter, sur le parking d'un fast-food, ce qui lui vaudra d'écoper de 28 ans de prison. Parmi ces histoires, il y a celle où Suge Knight aurait balancé le rappeur Vanilla Ice par le balcon en le tenant par le pied pour lui racketter les droits de diffusion de son hit. Toutefois, Vanilla Ice a nié les faits. With about 5 other guys. Just says, you know, Rob, me and you, let's go to the balcony and talk. And he brings a stack of papers about 300 papers thick. So I signed the pieces of paper there, and it allowed him to have a few points on the record to the extreme, which turned out to be worth millions of dollars. L'histoire aurait été exagérée pour jouer encore une fois sur l'image de Death Row Records et de son plus fier représentant, Suge Knight. L'une des principales contradictions du label, mais qui fait également leur génie, c'est d'avoir permis au gangsta rap de devenir mainstream. La G-Funk offre une musicalité que n'offrait pas encore New York. La spécificité de la G-Funk, popularisée par Dre notamment, est l'utilisation de synthétiseurs analogiques, de tempo lent, de samples de funk, de voix féminines et de basses profondes. En prenant le style de vie des gangs, le label participe également à sa popularisation de ses codes vestimentaires. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des hoodies ou même des paires inspirés directement des bandanas que portaient les membres des Crips ou des Bloods. Ce style va s'implanter partout, notamment grâce au jeu GTA et à la BO qui va avoir une influence monstre sur la culture. Néanmoins, aujourd'hui le label appartient au passé, mais celui qui l'a quitté en 1998 souhaitait le diriger. S'il était en charge 5 ans plus tôt, il a confié qu'il aurait signé de nombreux rappeurs de la côte ouest tels que Roddy Ricch ou encore YG. Quoi qu'il en soit, Death Row Records restera à tout jamais dans la légende, que ce soit pour son aspect positif ou bien négatif, et bien évidemment aussi pour Suge Knight qui restera toujours ce personnage mystérieux qui est craint encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce second épisode du flashback dédié à Death Row Records, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le meilleur moyen de nous soutenir c'est de vous abonner. On se voit l'année prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, peace.